Le débat politique du Grand Soir, toujours avec Sandra Rogol pour Europe Écologie Les Verts, avec Agnès Evren pour Les Républicains, avec François Pupponi, Liberté et Territoire, et avec Frédéric Descrozaille pour La République En Marche. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire des extraits du livre Choc du jour. C'est un journaliste qui a pu être immergé au sein de la police. Il s'est fait embaucher, il a suivi 18 mois de formation et ensuite il a travaillé 6 mois dans un commissariat du nord de Paris, dans le 19e. Il raconte pas mal de choses, à la fois les conditions de travail difficiles et les pratiques au quotidien avec certains suspects. On l'écoute. Alors moi, dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris, j'ai assisté à des comportements violents, racistes, mais c'était toujours le fait d'une minorité. C'était toujours le fait d'une minorité. Donc par exemple, sur ma brigade, dans la J3 dans laquelle je travaillais, donc, si je compte bien, on était 32, il y a 4, 5, 6 policiers qui ont ces comportements-là. Mais tous les autres, ils ne le sont pas. Hein. Ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas violents. Mais ce qui est le plus choquant, en fait, c'est que la majorité des policiers couvrent tout ça, couvrent la minorité de violence. Et écoutez la réaction justement d'un policier tout à l'heure sur notre antenne. Est-ce qu'on peut accepter, et ça ce sera à la justice de le dire, que quelqu'un dénonce, vrai ou pas vrai d'ailleurs, parce qu'il faudra qu'il étaye ces dénonciations. Est-ce qu'on peut accepter des dénonciations graves, hein, certaines, j'en ai entendu, sont de l'ordre de la violence, du racisme, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut accepter que ces dénonciations arrivent tardivement et qu'elles n'aient pas été faites dans le temps où il les a constatées? Et là, il va devoir en rendre compte. Effectivement, l'IGPN a été saisi, sans doute peut-être la justice plus tard, on verra. En attendant, François Pupponi, vous êtes surpris, vous, par ce qu'il raconte, ou bien ça correspond à ce que vous connaissez de la réalité? Non, qu'il y ait des racistes dans la police, qu'il y ait des personnes violentes dans la police, oui, mais c'est une... Mais qui sont couverts par les autres, parce que c'est ça qui raconte. Non, c'est ça qui pointe. Moi j'ai un peu de pratique. Je n'ai jamais connu un commissaire de police qui ait couvert la moindre exaction d'un de ses agents. Il y a des sanctions. Après, ce qu'on peut reprocher... C'est un peu une loi du silence, ça peut exister. Non. Ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il règle l'affaire en famille. Ouais. Il y a des sanctions, il y a des mutations, il y a des placements. Ils ne saisissent pas la justice tout le temps. Ouais. Ça, on peut le reprocher. Mais sincèrement, moi, j'ai jamais rencontré un commissaire de police qui couvrait des actes racistes, violents dans son commissariat. C'est pas la pratique de la maison. Bon. Après, je répète, ils essaient de le régler en interne, que ça fasse pas de publicité, de vagues, pour pas poser un problème à l'image de la police. Mais sincèrement, il y en a aucun... Les gens qui couvrent les autres, j'y crois. Enfin, j'y crois pas. Je crois parce que je l'ai jamais vécu et j'ai vécu au contraire le contraire. Est-ce que Agnès Evren, vous craignez que peut-être ce témoignage affaiblisse, discrédite un peu le travail de la police? Parce que c'est aussi ça le problème. Non, honnêtement, faut arrêter de verser dans la caricature. Je veux dire, c'est un... C'est pas la caricature. 2 ans d'immersion. Non, ce que je veux dire, c'est on ne peut pas faire une généralité d'une description qui a été faite dans un commissariat avec certains policiers qu'ils trouvaient racistes. Ça ne veut pas dire que toute la police est raciste. Il ne faut pas tomber justement dans cette généralité. Donc moi j'ai confiance en la police. On a entendu même dans cet extrait 4, 5 ou 6 qui sont racistes, et puis, mais les autres ne dénoncent pas. C'est surtout ça, lui, dont il a été témoin. Sandra Rogol. On a eu l'occasion sur ce plateau d'en discuter souvent, mais être policier ou policière aujourd'hui, c'est très difficile. Donc il y a un esprit de corps qui est encore plus fort, et c'est normal. Mais dans cet esprit de corps, il y a des dérives involontaires, et il le décrit, enfin l'auteur, donc Valentin Gendreau, le décrit très bien dans votre interview, c'est-à-dire qu'il dit, c'est pas la police qui est raciste, c'est pas la majorité, c'est même au contraire l'exception, mais par esprit de corps, pour ne pas avoir à supporter encore et en plus ça, eh bien, les autres sont quelque part obligés de protéger. Et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que parce qu'il y en a qui dérivent, d'autres doivent protéger pour se protéger, donc, il y a un pour problème protéger leur systémique. corps. Oui, il y a un problème, peut-être pas systémique, mais en tout cas global, qui est qu'en protégeant ces personnes-là, ils aggravent l'image qu'il y a d'eux et ainsi de suite. Mais il y a quand même des moyens pour lutter contre ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le commissaire que vous interrogez, le responsable syndical des commissaires que vous interrogez, ne dit pas ce que dit cet auteur, ce journaliste, c'est faux. Il dit il aurait dû porter plainte. Il dit pire que ça. Il dit il aurait dû porter plainte au moment des faits. Il aurait dû saisir la justice à ce moment-là. Donc non seulement il ne nie pas, non seulement il ne dit pas que ce n'est pas possible, au contraire. Il lui dit il faudra qu'il le prouve. Et si c'est vrai, il faudra qu'il rende des comptes aussi. Il dit exactement, il aurait dû porter plainte, saisir les organes responsables, les instances, merci. Je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à trouver mes mots, au moment où ça s'est passé, pour qu'on ait les moyens d'agir, nous, en tant que policiers. Donc il fait plus qu'aller dans le sens de l'auteur. Il dit que tout ça est quelque chose
qui est à sa connaissance, puisqu'il considère qu'il aurait fallu agir à ce moment-là. Et je pense que si on veut agir pour la police, comme vous le dites, et ne pas être dans l'amalgame, il faut accepter aussi de faire cette autocritique pour que ces quelques-uns, ces exceptionnels, arrêtent de ternir tous les autres. Il faut aller loin, Frédéric Descrozaille, dans l'autocritique policière ou pas? Mais l'autocritique, si vous parlez d'autocritique, c'est à la police de la faire, et je pense qu'elle en est parfaitement capable. Mais il y a une autorité politique quand même. Non, mais l'autorité, vous parlez d'autocritique, encore une fois, j'entends ce que dit mon collègue. Je ne crois pas non plus du tout. Je pense qu'il y a un fantasme sur l'idée de se dire ils se couvrent et en fait les plus violents ils vont là parce que c'est un métier qui leur correspond et on les laisse faire parce que ça les éclate. J'en sais rien, je ne crois pas du tout. En fait. Et qu'est-ce que veut dire? Alors, je ne l'ai pas lu, moi, c'est un livre qu'il a écrit. Oui, il vient de sortir. Je ne sais pas combien il y a de pages, mais enfin là, franchement, il y a un extrait. Non, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Qui est représentatif de l'ensemble. Dans une entreprise, vous avez un collègue qui a un propos raciste. Vous lui dites, c'est pas bien ce que tu as dit? Oui. Qu'est-ce qu'on tolère entre nous? Très bien. Oui. Non, mais très bien. Mais qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'il a constaté d'illégal et qu'est-ce qu'il a constaté d'immoral? Il y a aussi des récits de brutalité, je de violence. pense que la police, contrairement à... Je pense que la police qui font nous écho ressemble. À l'actualité, par ailleurs. C'est la France. Ils sont extrêmement nombreux et on trouve de tout. Il y a certainement des esprits tordus, des esprits chagrins, des esprits brillants, des esprits ouverts. Mais il y a beaucoup de sanctions. Mais il y a beaucoup de sanctions. Des gens qui sont effectivement odieux dans leurs opinions. Certainement. L'exemplarité qu'il leur est demandée, et c'est important de le rappeler, effectivement, j'entends dire qu'il le souligne, les conditions de travail sont quand même dingues, et il est insupportable médiatiquement de constater qu'un policier a manqué à la déontologie. C'est vrai qu'ils ont cette exemplarité, ils doivent en répondre. Les dépositaires, oui, bien sûr. Mais il faudrait quand même préciser un petit peu de quoi on parle, et de signaler sur 32, il y en avait 4 ou 5 donc il faudrait qu'ils aillent en prison, il faudrait les radier, il faudrait les... moi, j'en sais pas assez pour vous dire en quoi ça consiste. Alors, vous dites c'est insupportable médiatiquement s'il y a des dérapages. Agnès Evren, c'est aussi insupportable de l'autre côté pour pas mal de gens d'entendre que parfois les policiers ne poursuivent pas les voyous parce qu'ils risquent de les blesser dans la course-poursuite ou bien sur les refus d'obtempérer, il n'y a pas de suite, quoi. Les deux sont insupportables. Les rodéos, par exemple. Par exemple. Les rodéos, c'est l'illustration pour moi de la violence impunie, parce que malheureusement, on a peur qu'en effet, il y ait un mort, tout simplement. On ne peut pas les arrêter pendant qu'ils font leur rodéo. Et pour moi, donc, c'est l'illustration, en effet, de l'impunité et du fait que, malheureusement, comme on le disait, il y a un laxisme pénal aussi, et il faut changer la doctrine, d'ailleurs, sur les rodéos. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on sait aujourd'hui que les policiers subissent énormément d'agressions aussi. Il y a quand même 100 agressions, ce qui est quand même énorme, envers toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique, des gardiens de prison, des policiers. Et je trouve que les sanctions ne sont pas suffisamment fortes. Et nos policiers ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être soutenus parce que, comme vous le disiez si bien, en effet, il y a une baisse de tous les budgets. Ils sont complètement sous-équipés. Ils n'ont pas aussi les moyens d'accomplir dans de bonnes conditions et de dignité leur mission. Est-ce que François Pupponi, leur bras, si j'ose dire, est retenu par cette crainte d'être accusé ensuite de violence, mais bien entendu, de mauvaise action? Mais bien entendu qu'ils ont peur d'intervenir parce qu'ils savent très bien que ça peut d'abord mal finir. Sur les rodéos, il n'y a pas d'impunité. Ils n'interviennent pas quand le rodéo a lieu. Par contre, ils repèrent qu'il le fait, ils vont saisir les motos après, ils engagent des procédures. C'est après les émeutes de Villiers-le-Bel et les deux morts. Moi, les rodéos, je peux vous en parler. Oui, moi aussi. Mais moi, j'ai connu les 2 morts à Villiers-le-Bel où des gamins étaient sur une moto, où ils sont morts tous les deux avec un accident avec une voiture de police. Et je peux vous dire qu'il y a eu 3 jours d'émeutes après. J'étais le député de l'époque de la circonscription. Mais mettez-vous à la place de ceux qui subissent les rodéos. On est d'accord. C'est le premier facteur de stress en Europe. La police ne fait pas rien. Violence, c'est le stress. D'accord, mais on peut comprendre que la police ne va pas intervenir pendant que les gamins font les rodéos parce qu'au risque de les tuer. Mais par contre, ils le font après. Ils saisissent la moto le soir. Ils interpellent les jeunes une fois qu'ils sont descendus de la moto. Ils font. On a même changé. Qu'on change aussi de doctrine. Non, on a changé. Oui, non, mais la doctrine, ils l'ont changé après 2 morts. L'État vient d'être condamné pour inaction dans un quartier de Marseille sur les rodéos. Il vaut mieux que l'État soit condamné pour inaction que de tuer des gamins 3 mais on est d'accord, je dis la même chose. Il faut, par contre, c'est juste mieux. Et aujourd'hui, ils agissent après. Ça, c'est vrai. Encore une fois, mettez-vous à la place de ceux qui subissent. C'est le premier facteur de stress en Europe, c'est d'abord le bruit lié justement à c'est des pollutions sonores. On
on souffre du fait que la police de proximité a été supprimée il y a pas mal d'années par le gouvernement de Sarkozy. Et donc, on a des endroits où il n'y a plus de lien entre la population et la police. Et où, par exemple, il y a ce type d'incivilité. Eh bien oui, ça fait 10 ans, qu'on souffre de tout ceci. Mieux gérer l'argent public. Je comprends que vous ayez du mal à... sur la moyenne européenne. Je comprends que vous ayez du... Si vous me laissez terminer ma phrase, Madame Evren, je comprends que vous ayez du mal à gérer cet héritage et que vous tapiez... il l'a assumé, Nicolas Sarkozy a dit que c'était une erreur. En fait, vous ne laisserez jamais finir ma phrase, mais je vais quand même Allez-y, terminez. Il l'a reconnu. Et donc, ça fait 10 ans qu'on gère ça, et aujourd'hui, vous tapez sur le résultat de la politique que vous avez mis en place. Je dis chapeau, c'est un beau retournement de veste. Mais non, je fais des actes, je prends des actes et des faits. C'était il y a 10 ans, et j'aime beaucoup... Est-ce que je peux finir mes phrases? Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Et donc, vous employez ce vocabulaire très joli de dire violence impunie, le gouvernement emploie tout ce truc sur les incivilités. L'inaction sur les rodéos, oui. Vraiment, vous ne me laisserez jamais finir mes phrases. Et donc, je suis d'accord, c'est vrai qu'il faut agir. Mais comment agir quand on a de grands partis politiques qui détournent de l'argent public dans des emplois fictifs? Quand on a un gouvernement où on en est à quoi? Une quinzaine de mis en examen, à commencer par le ministre de l'Intérieur au moment de sa nomination. Quel exemple vous donnez à la population? En quoi la police... Il y a des rodéos parce qu'il y a eu des mises en examen sur les effectifs. Là, vous faites un petit raccourci. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un véritable discours sur le développement d'une sûreté assurée pour chaque personne à travers le territoire, quand l'exemple qui est donné au plus haut sommet de l'État, c'est de dire non aux incivilités, mais de tolérer des mises en examen et de les faire monter même dans l'organigramme du gouvernement? Ça, c'est un problème, et ça aussi, il faut en parler. Il faut rappeler que mise en examen, c'est pas déclaré. C'est pas condamné. C'est pas une condamnation. Il y a, très bien. Alors dites ça à tous les mises en examen qui aujourd'hui rencontrent des difficultés, aux gens qui ont été molestés et dont on parle dans le livre. On ne peut pas avoir. Il y a pas si longtemps, vous parliez de l'affaire Rugy. Il n'y a jamais eu d'affaire Rugy. Non, mais pardon, parce que ça me choque, quoi. Là, c'est pas moi qui en parle, c'est la presse. Là, je plaide. Oui, mélangeons pas tout, pardon. Il y a aussi... On vit dans une société où il y a du buzz, les réseaux sociaux racontent n'importe quoi. Vous ne pouvez pas avoir des responsabilités sans à un moment donné être exposé à des mensonges, à des calomnies. Mais là, on parle de 2 ans d'enquête. Donc, si on se met à dire, à l'image de dire, alors, la moindre mise en cause, alors allons-y, parce qu'une mise en examen, c'est un terme juridique. Mais si vous êtes soupçonné d'eux, non, alors peut-être que... Et donc, il y a donc, là, cette espèce de pureté que vous décrivez, ce monde complètement aseptisé de faire croire qu'il est possible, alors qu'on a ce déferlement de haine et de mensonges qui est absolument incontrôlable aujourd'hui sur les réseaux sociaux, oui, il y a des critiques également qui peuvent être mises en cause. Ça peut être de manière parfaitement infondée et injuste. Ils en souffrent humainement. Allez. Vous aviez évoqué l'affaire Rugy. Il n'y a jamais eu d'affaire Rugy. Vous n'en avez pas parlé. Là. Non, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé. Allez, revenons sur le sujet. Oui, on est en train de s'égarer beaucoup. Je voudrais juste dire que dans ce livre, il y a aussi un volet important sur la formation, parce qu'il passe 18 mois en formation, ce jeune homme, et sur le recrutement, parce que, semble-t-il, c'est pas très compliqué de rentrer dans les rangs de la police. Écoutez. Je suis rentré de manière extrêmement simple. À aucun moment on a tapé mon nom, mon prénom sur Internet. À aucun moment on m'a, je sais pas, on a fait une recherche un peu plus poussée sur mon compte. Donc c'était extrêmement facile de rentrer dans la police. Non, alors, c'est facile de rentrer dans la police, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour recruter, parce que c'est vrai qu'on en a parlé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les effectifs ont été baissés et depuis il y a un rattrapage. Mais Nivine Potros, vous nous avez rejoint. La conséquence de ça, c'est que le niveau de recrutement a sans doute un petit peu baissé. Oui, effectivement, quand on regarde les chiffres, on constate que ces dernières années, l'administration a la tendance à vouloir recruter massivement dès le concours d'entrée. En 2010, ils étaient 2% seulement à avoir été admis. En 2018, ils étaient 18% d'admis, alors que le nombre de candidatures, lui, il reste stable aux alentours de 20 000. Ça donne effectivement l'impression qu'on a été peut-être un peu moins regardant sur le profil des élèves recrutés. Sur la formation en elle-même, les élèves gardiens de la paix passent de moins en moins de temps à l'école, 8 mois contre 12 mois précédemment. Ils passent en revanche de plus en plus de temps sur le terrain, 16 mois. Alors l'objectif, c'est évidemment qu'ils apprennent leur métier sur le terrain, mais selon certains syndicats, c'est aussi pour combler le manque d'effectifs dans certains commissariats. D'ailleurs, quand on regarde où sont affectés les élèves quand ils sortent d'école, ils sont 71% à être affectés à la préfecture de police de Paris, dont on sait qu'elle manque de bras. En 2020,
2009, ils étaient seulement 46% à être affectés dans la préfecture de police de Paris. Or, cette préfecture, on le sait, elle manque de moyens et surtout, elle manque de formateurs. Or, c'est important pour des élèves qui sortent d'école. Le taux d'encadrement, il est de 17% dans l'agglomération parisienne. Il est même de 11% dans les compagnies d'intervention. Les jeunes recrues, eh bien, elles se retrouvent parfois livrées à elles-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas, François Pupponi, au cœur du problème? Oui, alors ça, ça fait des années qu'on le dit. Oui, que ce sont les jeunes qui arrivent dans les quartiers les plus durs. Voilà. Non, c'est pire que ça. Quand les plus formés décident de quitter le commissariat du quartier, ils partent en mutation. Et ils ne sont remplacés par les sorties d'école qui n'arrivent que 6 mois après. Donc pendant 6 mois, vous avez un trou. Il n'y a plus de policiers dans le commissariat. Et ça fait des années qu'on essaie de dire au ministère de l'Intérieur, mais essayer de caler la date de sortie des écoles. C'est vrai que ça paraît réaliste. Ils ne savent pas faire. Ouais, voilà. Ouais. Mais ça, on le sait. Mais ça, c'est le problème de la haute administration policière qui n'est pas capable d'organiser. Or, dans les commissariats les plus difficiles, oui, ceux qui ont travaillé depuis des années et qui sont les plus formés, à un moment, ils n'en peuvent plus, ils partent. Ils ont la chance d'avoir une mutation dans des territoires moins difficiles. Et ils sont remplacés par des jeunes qui arrivent plus tard. Et le taux d'encadrement et le niveau d'encadrement n'est parfois pas suffisant. Mais le diagnostic, il est connu par tout le monde. Après, il n'y a jamais eu de réaction réelle d'aucun ministre de l'Intérieur et d'aucun directeur général de la police nationale. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Frédéric Descrozaille et Gérald Darmanin, il a dit on ne peut plus faire ça. On ne peut plus envoyer les jeunes sortants d'écoles de police dans les quartiers les plus difficiles. Pourquoi est-ce que ça ne change jamais? Alors, très honnêtement et très simplement, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas. Mais il faut que ça change, vous êtes d'accord avec ça? Mais non seulement il faut que ça change à cet endroit-là, de toute façon, il y a un rapport Thiriet, suite à ce qu'avait dit le président de la République à l'issue du grand débat sur le recrutement et la gestion des carrières dans la fonction publique et particulièrement dans les hauts fonctionnaires. Ça va, là aussi, s'agissant de management et de RH, ça prendra du temps. Mais ces problèmes d'incohérence, de formation, vous savez, il y a 4 grands profils de personnes, c'est un ancien recruteur qui vous le dit. Il y a les gens qui aiment faire, les gens qui aiment faire, les gens qui aiment analyser ce qui est fait et les gens qui aiment convaincre de ce qu'il faut faire. Si vous vous trompez, si vous vous demandez à quelqu'un qui aime convaincre de faire ou de faire, il va être stressé. Si vous demandez à quelqu'un qui aime faire, de se contenter d'analyser, il va être frustré. Et vous générez du mal-être, vous générez des burn-out et puis de la dépression. Et je pense que dans la fonction publique, le mal-être, c'est un fléau parce qu'il y a un défaut dans le recrutement et la gestion des carrières. C'est certainement le cas. Donc là, on a le cas particulier de la police, mais je pense que c'est assez général dans la fonction publique. Comment améliorer ça, Agnès Evren? C'est valable aussi d'ailleurs dans la fonction publique de l'éducation nationale. Oui. C'est-à-dire qu'on a des profs qui sont tout jeunes diplômés et qui se retrouvent dans les ZEP, dans les zones d'éducation prioritaire. Et donc beaucoup finissent malheureusement en dépression. Moi j'ai toujours entendu ça. Mais toujours. Et on le répète depuis des années. Donc là, il faut en effet que le ministre Gérald Darmanin, qui parle énormément, agisse là-dessus aussi. Je pense qu'il y a besoin d'une formation, d'autant que c'est une banalité de le dire, mais la société a beaucoup évolué. Donc le travail de policier évolue aussi. Il y a de la pédagogie, il y a de la prévention. Et il faut intégrer probablement aussi il y a un autre sujet aussi, cette mutation aussi de la société. Souvent, les jeunes qui sont nommés en Île-de-France viennent beaucoup du Nord d'ailleurs, en tout cas pour le Nord de l'Île-de-France. Leur famille reste dans le Nord. Ils arrivent travailler 2-3 jours. Ils sont plusieurs à louer le même appartement. Ils font les 3-8. Ils se partagent l'appartement pour retourner au bout de 3 jours. Donc ils ne vivent pas dans les villes ou dans les environnements des villes où ils travaillent. Parce qu'ils viennent uniquement pour avoir... Non, mais ils viennent pour avoir un salaire. Et leur famille, ils la laissent à côté. Et souvent, c'est le choc des cultures. Quand ils arrivent dans ces territoires, ils ne connaissent pas le territoire, ils ne connaissent pas les populations, ils ne connaissent pas les communautés. Parfois, ils n'ont pas spécialement envie d'y vivre non plus, parce que ça peut être dangereux. Mais bien entendu qu'ils ont... Donc, il y a aussi, de la part du ministère de l'Intérieur, tout un accompagnement. Alors, ils ont essayé de créer des structures pour accueillir les policiers, pour qu'ils puissent avoir des appartements, être logés dignement. Parce que souvent, ils ont gardé la maison là d'où ils venaient, le crédit, voire le loyer, ils prennent un deuxième loyer. Et financièrement, ils ont du mal. Donc, toutes les conditions de vie ne sont pas décentes pour des gens qui font un travail très difficile. Non, c'est un vrai problème de muter des jeunes inexpérimentés dans des zones dans lesquelles ils n'ont pas envie de vivre et de les cantonner entre eux avec les seuls qui restent, qui parfois peuvent être les personnes problématiques dont il est question dans ce livre sur 2 ans d'immersion dans la police. C'est pas la seule enquête de long terme sur la police, il y en a eu d'autres avant. Mais là où ça devient un problème collectif, global, c'est que quand il y a des affaires de violence pouvant entraîner la mort, eh bien, ce sont quasi systématiquement de jeunes recrues. Et je ne dirai jamais que ça fait plaisir à ces gens-là, à ces policiers, de se retrouver dans la situation d'abîmer des personnes, d'abîmer des familles, d'endeuiller des familles, mais le système fait
que parce qu'on met des jeunes dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, avec pas les moyens de les accompagner, donc pas les anciens ou les anciennes qui ont plus d'expérience, on se retrouve avec quelque chose qui peut abîmer toute la société. C'est pour ça qu'il est urgent de réfléchir effectivement sur la répartition, les compétences dans la fonction publique en général quand il est question de mutation. Je rappelle juste, et je termine là-dessus parce que je vois que j'ai été trop longue, je rappelle juste que si on mute les gens souvent loin de chez eux, c'est pour qu'il n'y ait pas de connivence aussi et pas de réseau d'influence. Donc on peut, je pense, trouver un juste milieu entre les deux en accompagnant ces jeunes recrues. La fonction publique et le gouvernement qui étaient mobilisés aujourd'hui sur un autre sujet que les sujets sécuritaires, le plan de relance qui a été dévoilé ce matin par Jean Castex, vous l'avez entendu sur